Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vendredi 25 novembre, bienvenue au Grand Dialogue. Au menu donc de ce forum de la presse, les élections communales de dimanche dernier, élections teintées d'actes de violence dans certaines circonscriptions. Nous parlerons de l'application de certaines mesures de l'accord de la paix avec cette réunion justement de la commission technique de sécurité au cours de laquelle les parties signataires n'ont pas vraiment pu s'accorder. Le procès Sanogo ouvre la semaine prochaine à Sikasso. Les avocats du général Amadou Aya Sanogo estiment que le délai de citation de leurs clients n'a pas été respecté. Nous parlerons également d'insécurité alimentaire dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie, une situation alimentaire précaire si le temps nous le permet. Nous avons invité pour vous, mesdames et messieurs, Togola Awasemega de Kunafoni TV, Boubacar Paintao de l'Indépendant, Fakara Fainde du Républicain, Hassan Kone de NotreNation.com. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Les élections communales dimanche ont été perturbées par une série de violences et d'intimidations qui se sont soldées par la mort de 5 militaires et un civil près de Douanza. Intimidation, casse de bureaux de vote, enlèvement de candidats dans certaines zones, tout y est passé. Pourtant, selon le ministère en charge de l'organisation des élections, le taux de vote serait entre 50 et 56% selon les régions. Le secrétaire général de la présidence a d'ailleurs qualifié le taux de record, un pourcentage contesté par de nombreux observateurs. Des marches ont été organisées dans le nord et à Bamako pour contester les résultats et dénoncer des fraudes. Fakara Fainde du Républicain, dites-moi, quel est votre avis justement sur le taux de participation tout d'abord autour de ces communales? Merci beaucoup. Je vous remercie, je remercie les auditeurs du studio Tamani. Les élections communales passées, on peut dire que les organisateurs ont échoué lamentablement. Pourtant, le secrétaire général de la présidence a annoncé des taux très forts. Il dit que c'est d'ailleurs un record au Mali. Taux très fort parce qu'on a laissé les gens voter n'importe comment. La fraude massive, pratiquement dans tous les centres de bureaux de vote. On a sillonné les centres que quand même moi j'ai sillonné. J'ai constaté qu'il y a eu une fraude jamais égalée. Et ça me rappelle vraiment les élections de 1997, où il n'y avait pas de liste électorale. On ne peut pas comprendre qu'après 20 ans de démocratie, que le Mali n'arrive pas encore à organiser des élections crédibles, transparentes. Vous jugez que ces élections n'ont donc pas été crédibles? Les élections n'ont pas été crédibles parce que quand l'électeur n'arrive pas à situer son bureau de vote, c'était du n'importe quoi. On a essayé d'informatiser les choses. Problème d'organisation. Problème d'organisation. Et pratiquement, il y a beaucoup d'électeurs qu'on a découragés qui sont retournés sans voter. Parce que pour connaître son bureau de vote, c'était un parcours de combattants. Les vieux et les vieilles, beaucoup sont retournés à la maison sans pouvoir voter. Et vraiment, c'était du bric-brac. Ça, on ne peut pas comprendre qu'après plusieurs reports, 4 reports, que le ministre rassure les gens pour une bonne organisation. Et je dis, il faut éviter les convulsions politiques. Parce que ne pas organiser les élections au nord, ça peut se comprendre. Mais au sud, quand même, on devrait tout faire pour faire des élections crédibles et transparentes. Cela va pour la stabilité même du pays. Merci Fakara Fainde. Togola Awasemega de Kunafoni.com. Dites-moi, sur les 703 communes, il était prévu que 688 communes votent. Il y a eu environ 640 communes qui ont voté. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis moi, je salue vraiment ces élections. Il fallait que ça se fasse parce que ça fait 7 ans et 7 mois déjà que les anciens maires ils étaient là. Et
après 4 reports, il était vraiment temps de tenir ces élections malgré ce qu'on connaît, les situations, les irrégularités qu'il y a eu. Mais globalement, je pense que dans certaines communes, il y a eu des problèmes, c'est clair. Mais je ne dirais pas que c'est toutes les communes, parce qu'il y a des communes où on constate que la population est vraiment sortie massivement pour montrer son intérêt vis-à-vis de cette situation, parce qu'il se disait que les maires qui les gouvernaient, ils sont fatigués d'eux. Vous êtes d'accord avec les taux annoncés un peu par le secrétaire général, près de 40% sur l'ensemble du territoire? Bon, étant donné que ce sont des chiffres officiels, j'estime que c'est... Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt pour eux de mentir sur ces taux. Alors les élections ont été teintées quand même de violence de part et d'autre dans certaines zones. Il y a parfois eu même des enlèvements, il y a eu des morts bien évidemment, il y a eu des officiers maliens qui sont décédés justement en voulant sécuriser ces élections-là. Comment vous comprenez cela? Bon, c'est clair qu'il y a quelque part, il y a eu une faille, une défaillance du renforcement de la sécurisation de ces élections-là. Peut-être que les autorités n'avaient pas pensé ils n'avaient pas mesuré toute l'ampleur, on va dire, de la situation. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelques attaques. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes condoléances aux familles des disparus. Merci. Boubacar Païtao de l'Indépendant, les ex-rebelles, notamment la CMA, rejettent en bloc justement les résultats de ces élections. Qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, c'est un peu de l'ironie, c'est du cinéma. À partir du moment où ils n'ont pas accepté que les élections soient organisées dans leur champ, bon, moi je ne vois pas en quoi ils vont rejeter les résultats. Parce qu'en fait, dans les zones que la CEMA contrôle, il n'y a pas eu d'élection. S'il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas eu de résultats, les résultats, ça c'est... Maintenant, pour revenir aux élections, de façon... Mais il y a eu des élections dans certaines zones, à Gundam notamment, dans certaines parties du nord. Dans les zones où il y a, c'est-à-dire que, où il n'y a pas de doute... C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. Oui, mais ils rejettent quelle élection, quel résultat? C'est ça la question. Alors, ils soutiennent qu'il fallait d'abord mettre en place les autorités intérimaires. Oui, d'accord, ça c'est sur leur point de vue. Moi, je vais pas, c'est-à-dire que c'est leur point de vue, je respecte leur point de vue. Mais quant à dire qu'il faut rejeter les résultats, je crois que les résultats, ça ne les concerne pas. Parce qu'à partir du moment où ils disent qu'ils ne sont pas dans les élections, les résultats, ça ne les concerne pas. Maintenant, pour revenir aux élections, je crois que le taux de participation, 50% annoncé par le secrétaire général de la présidence, je crois que pour une fois dans ce pays, il faut qu'on se respecte, qu'on respecte l'intelligence des uns et des autres. Mais on n'a pas besoin d'être dans une école de statistique ou de probabilité pour savoir que les Maliens ne sont pas sortis. Les Maliens ne sont pas sortis. Les Maliens ne sont pas du tout sortis pour voter parce qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. À l'intérieur du pays, il y avait plus d'enjeux. Il y a eu des sorties. Non, oui, voilà, mais quand on dit un taux global de 50%, il s'agit de l'ensemble du pays. Et l'ensemble du pays, je crois qu'il n'y a aucune statistique fiable pour que le secrétaire général de la présidence s'y mixe. Non. Mais est-ce que Boubacar Païtao... Même les élections présidentielles de 2013, où tous les Maliens, si on peut se permettre, tous les Maliens se sont mobilisés. Le taux n'a pas atteint 50%, il faut qu'on se respecte là. Mais Boubacar Païtao, est-ce que justement ce taux n'est pas disproportionné dans certaines zones où les gens sont beaucoup sortis et dans d'autres où les gens ne sont pas du tout sortis? Mais maintenant, la question qu'on va se poser, dans quelles sont les localités où les gens sont sortis massivement? Il y en a très peu. Les gens ne sont pas sortis, il y a plus d'engouement. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les élections, le gouvernement s'est entêté, il a tenu les élections. Maintenant, la question, est-ce que ces élections sont crédibles? Est-ce que ces élections ne sont pas crédibles? C'est là où se trouve le débat. Et je crois que dans la plupart, les élections, par exemple, les tensions post-électorales
on n'avait jamais vu ça. Justement, voilà. Ceci m'amène à poser justement cette question à Hassan Koné. Est-ce qu'on se souvient au Mali de telles marches de contestation après des municipales? Parce qu'on voit qu'à Tombouctou, les gens ont marché, on voit que dans certaines communes à Bamako, les gens ont marché, les gens ont voulu marcher sur la CENI, les gens ont marché sur la belle famille présidentielle à Kinzambou. Est-ce qu'on se souvient qu'au Mali, après des municipales, il y a eu de tels regains de contestation? Et bon, personnellement, de mémoire, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de telles manifestations après des élections municipales au Mali, mais il faut dire que les contextes ont vraiment changé. On est dans un contexte où les enjeux s'expriment autrement. Et il faut aussi faire une analyse froide de la situation. Et on est dans une situation où les forces politiques ont tendance à migrer. Et dans ces conditions, les formations politiques ou les regroupements politiques ont tous tendance vraiment à s'accrocher, même de façon injuste ou illégale, et à des bastions qui ne sont plus les leurs. Donc ça crée vraiment des tensions. Et tout ça, c'est dû au fait que nous ne sommes pas dans des dispositifs de démocrates. Que ce soit les citoyens, que ce soit les politiques, que ce soit les organisateurs des élections, et nous ne sommes pas dans des dispositifs démocratiques. Nous sommes tous dans des dispositifs où nous espérons que en faisant l'arithmétique au noir, nous allons pouvoir nous accorder certains suffrages. Et pour éviter cela, dans un contexte démocratique, il faut que les règles de jeu soient très claires pour tout le monde, qu'on aille sur des bases claires, et à l'issue des élections, vous verrez qu'il n'y a pas de contestation. Mais quand déjà, et par le fait de l'argent... Est-ce que ces élections sont contestables déjà? On parle de nouvelles lois... Non, on laisse tomber les lois. Sur les lois, il n'y a pas de problème au niveau. Ça, c'est clos. Les problèmes de loi sont clos. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des défaillances. Il y a eu des défaillances. Les gens le disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé? Mais c'est clair qu'il n'y a jamais eu d'élection au Mali où on ne dit pas qu'il y a eu tricherie, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais cette fois-ci, il y a des tensions qui s'expriment là sur le terrain et ça pose énormément de problèmes. Et moi, par rapport au taux, mais je suis un peu surpris que ce soit le secrétaire général de la présidence qui annonce le taux. Il n'est pas l'organisateur des élections. Donc le fait que ce soit le secrétaire général de la présidence qui annonce ce taux, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose? Mais je doute fort que ces élections que j'ai vues, même si on dit globalement, je n'étais pas partout au Mali, mais qu'on ait atteint 50 à 56%, je doute fort. Il faut vraiment revoir ça très à la baisse. Merci. Fakara Faïnde du Républicain, dites-moi, on parle d'anciennes lois électorales, de nouvelles lois électorales. Ceci est quand même de nature à ramener beaucoup de confusion. Est-ce qu'à ce niveau-là, les élections ne sont pas contestables? Les résultats des élections. Vous-même, vous venez de le dire. Pratiquement, j'ai dit que rien n'a été clair. Le jeu n'a pas été clair. Quand le ministre prononce que c'est sur la base de la nouvelle loi électorale. Après, je le rappelle aux auditeurs, cette nouvelle loi électorale qui dit abroger l'ancienne loi. L'ancienne loi. Mais après... Et une semaine avant que le ministre nous demande de voter avec l'ancienne loi. De voter avec l'ancienne loi. Moi, je dis, l'impréparation était là. Et pourtant, c'est un ministre quand même qui a montré ses preuves. Moi, je ne peux pas comprendre que pratiquement, avec son staff, des professionnels, ils arrivent à faillir jusqu'à ce niveau. C'est impardonnable. Moi, je dis que ces élections, pratiquement, c'est la faute à l'administration territoriale. Et on n'a jamais vu une élection se passer au Mali comme ça. C'est très grave. Parce que quand même, il faut le dire, le président de la République a appelé tout le monde à ne pas voir Ibeka, mais le Mali. Je crois que les cadres doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Tout ne peut pas retomber sur le président de la République. Il faut le dire. Chaque cadre est responsable de ce qu'il pose comme acte. C'est ce qui est important à mes yeux. Et je dis que Aguerlaf, c'est quelqu'un qui est respectable. Mais je ne pensais pas qu'après avoir rassuré les Maliens pour la bonne organisation d'élections crédibles et transparentes, que sur le terrain, il n'y avait même pas, j'ai vu des communes, la commune du Mandé, qui fait 25 villages, il n'y avait même pas une seule force de l'ordre là-bas. Comment tu peux comprendre? Donc, c'est les vieux de banque qui ont parlé. Celui qui est
de l'argent. Donc pratiquement, lui, il a acheté des voix. Mais là, c'est un mauvais procès qu'on fait au ministre dans ce cas. Qu'il n'y ait pas de force de sécurité pour sécuriser les élections, je suis d'accord. Mais lorsque les biens des banques parlent, ça, c'est les candidats qu'il faut mettre en cause. Mais s'il vous plaît, les gens ont dénoncé. C'est les candidats qu'il faut mettre en cause. Il y a des gens qui ont appelé le ministère. J'arrive, s'il te plaît. On va prendre quelques secondes de pause et on revient continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani, c'est vendredi, donc Forum de la presse oblige. Boubacar Paintao de l'Indépendant, alors quand les billets de banque pleuvent, qui est justement à blâmer pour cela? Bon, les candidats, parce que la loi elle est claire, les candidats, de deux, par exemple, la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle... Non, mais est-ce que les électeurs qui prennent justement ces billets de banque ne sont pas aussi responsables? Moi, en ce qui me concerne, je ne blâme pas du tout les électeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dépasse ça. C'est-à-dire que la responsabilité, il faut la situer. Moi, je ne blâme pas. Moi, je ne blâme pas les électeurs. Je blâme les candidats. Parce que les élections sont sécurisées. Il y a les observateurs de la CENI. Il y a les observateurs de la Cour constitutionnelle. Il y a les candidats ont des délégués dans les différents bureaux de vote. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Mais c'est pas dans les bureaux de vote qui vont donner l'argent. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans plusieurs localités, les gens ont pris de l'argent, mais le candidat qui a donné de l'argent, il n'a pas passé. C'est-à-dire qu'il faut, ce que moi je m'avais vous dire, c'est que les hommes politiques comprennent que le peuple qu'on avait en 91, on n'a plus ce peuple en 2016. C'est-à-dire que les mentalités ont beaucoup changé. C'est-à-dire que, mais moi je ne blâme pas l'électeur qui prend 5 000 francs. Non, mais il est le premier à blâmer, justement. Je ne blâme pas l'électeur qui... Non, je ne blâme pas l'électeur qui prend... Boubacar Paintao, on va laisser Hassan Koné réagir. S'il te plaît, ça pose énormément de problèmes. Non, mais c'est clair. C'est ce que j'ai dit en introduction. On est dans un jeu démocratique qui a des règles bien précises. Il faut que chacun intègre une démarche démocratique dans son comportement. Moi, Hassan Koné, je suis candidat à une élection, je vais faire campagne, mais je ne vais pas chercher à corrompre des gens avec de l'argent pour qu'ils viennent me voter. Quand je rentre dans ce dispositif, je suis un mauvais candidat. Moi, Hassan Koné, citoyen malien, conscient que je suis en train d'élire un maire qui va assumer pendant 5 ans la gouvernance de ma cité, je ne dois pas prendre 5 francs de ce monsieur-là pour faire de lui le maire. Donc, quand tu dis que tu ne blâmes pas les électeurs, je suis désolé. Est-ce que toi, Paintao, tu vas prendre 2 000 francs ou 5 000 francs pour aller voter quelqu'un? Toi, Paintao, tu vas le faire? Non, vous êtes mais s'il te plaît, j'arrive, je prends un exemple précis. Non, je particularise. Je dis que je ne blâme pas. Non, je ne blâme pas l'électeur parce que l'électeur n'a rien à voir. L'électeur n'a rien à voir dans... L'électeur a quelque chose à voir dedans. Non. Les électeurs doivent refuser de prendre l'argent. Les élections sont sécurisées. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a la CENI. Monsieur, on va laisser la dame réagir, s'il vous plaît. Paintao, Boubacar Paintao, Hassan Koné, Awa Semega. Togola Awa Semega. Alors Hassan Koné, on va laisser Awa Semega de Kounafoum. Voilà, moi ce que je voulais dire déjà, Paintao. Tu parles de cours constitutionnel. Avant d'arriver à tout ça, il faut d'abord que le Malien ait l'esprit patriotique. On manque de civisme, on manque de conviction au Mali. Il faut un esprit patriotique. Avant d'arriver au sein même de ces institutions-là, mais déjà les Sotramas qui les transportent, ou bien déjà à la porte. Tu crois que c'est dans les bureaux de vote qu'ils vont aller donner l'argent pour que tu ailles voter? C'est bien avant, ils donnent l'argent et puis tu vas voter. Mais d'abord, toi, en tant que, quand tu es convaincu que tu es citoyen, tu es là pour voter quelqu'un, tu es convaincu que cette personne-là va apporter quelque chose à ta commune. Mais tu ne vas pas voter pour cette personne pour de l'argent, pour des miettes. Quand tu vas lui donner ton argent, est-ce que tu es sûr que quand il va gagner là, tu vas aller dans son bureau, il va dire quoi? Il va te dire qu'il ne te connaît pas. Tu es là pour quoi? Ton argent va partir. Et c'est là qui donne... Hassan Koné, la dernière réaction sur ce sujet. Sur l'aspect des Sotramas. Comme la nouvelle loi électorale a eu des problèmes, n'est pas totalement passée, il serait intéressant que l'État prenne ses responsabilités, qu'on enlève cette pratique des Sotramas qui transportent les électeurs. On a déjà enlevé les pratiques des t-shirts. On avait cru que par la pratique des Sotramas, on allait augmenter le taux de participation aux élections. Mais malheureusement, le principe est dévoyé par des gens malhonnêtes. S'il te plaît, Paintao, s'il te plaît, c'est pas normal.
C'est pas normal que le candidat qui a des millions mette à disposition des Sotraman qui ramassent tout le quartier, et dans les Sotraman, on met de l'argent dans la poche des électeurs par des systèmes bizarres. S'il vous plaît, Païtao, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Un électeur ne doit pas recevoir de l'argent pour aller voter pour quelqu'un. Et si tu reçois de l'argent, tu es à condamner. Mais Hassan, on ne peut pas vouloir plusieurs choses à la fois. On ne peut pas vouloir, c'est-à-dire un taux de participation élevé. Boubacar Païtao, merci. On va aller vers un autre sujet. On va parler un peu de l'accord de paix. On a vu que dans un communiqué, le général Michael Lolesgard, commandant de la force onusienne, regrette que les 5 séances de travail depuis le 8 novembre n'aient pas permis de finaliser le travail et les engagements pris lors de la réunion de la CTS, c'est la commission technique de sécurité. Il y a un point de blocage. Alors, il semble que les gens n'arrivent pas vraiment à s'accorder sur cette notion de DDR et la désignation des sites de précantonnement, surtout dans la région de Kidal. Les partis se sont toutefois accordés sur l'établissement du bataillon de patrouille mixte à Kidal, composé de 600 combattants, 200 pour chaque parti signataire. Alors, la tâche principale de cette patrouille sera d'assurer la sécurité des autorités intérimaires. Alors, dites-moi, Fakara Faïndé de Républicain, est-ce que vous pensez que ça peut marcher aujourd'hui? Non, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a vu que quand on a demandé les concertations nationales, c'était pour pallier à tout ça. Les Maliens n'ont jamais discuté. Ça, c'est très important. C'est là où moi je dis, depuis 3 ans, et plus de 3 ans, le président de la République devrait quand même écouter l'opposition. Et le secrétaire général aujourd'hui de la présidence a eu à dire que ces concertations-là sont nécessaires avant qu'on fasse tout sur le terrain. Donc vous pensez que la conférence d'entente nationale est le préalable justement le préalable. Ça, c'était très important. La diversité malienne, il faut qu'on l'utilise. C'est très important. Ça doit nous permettre de résoudre beaucoup de nos problèmes. Ça ne doit pas être un problème. Mais moi, je dis que la charrue avant le bœuf, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, que ce soit le Gatia, que ce soit la SEMA, tous ces groupes-là refusent d'être désarmés. Qui va les désarmer? Qui va accepter d'être désarmé? Parce qu'on a installé les autorités intermédiaires, on a l'habitude de discuter que maintenant les autorités intermédiaires dans d'autres régions. Et là aussi, eux, ils pensent qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc vous serez d'accord avec moi que tant que l'État, on n'arrive pas à déployer l'État sur toute l'étendue du territoire, et surtout Kidal qui est une zone stratégique, tant que l'État ne signifie pas sa présence à Kidal, je veux vous dire, le Mali, Ibeka va faire ses 5 ans sans que la paix ne soit réelle au Mali. Et pratiquement, on va faire une 50aine d'années dans cette situation. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais le constat que j'ai fait, la petite expérience que j'ai eu à faire, à résoudre le problème en 91 avec Alpha Oumar Konaré, il faut avoir des initiatives. Ces concertations-là, il faut les faire. Et pratiquement, il faut regrouper tout le monde pour qu'on puisse discuter. Sinon, DDR par là, autorité intérimaire par ici, moi je crois que, c'est-à-dire on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais mon cher, moi je suis sceptique. Merci. Togola Awasemega de Kunafoni.com. Alors, Togola Manarme, est-ce que le DDR n'est pas justement, même avant les élections, est-ce que le DDR n'était pas la phase initiale par laquelle il fallait commencer? Oui, c'est clair qu'il fallait commencer par là, et puis bien avant même la signature des accords. Parce que ça allait être quelque peu difficile avant la signature des accords. Ça allait être peut-être difficile, mais il fallait commencer déjà les concertations nationales dont Fakara parlait tout à l'heure. Je suis complètement d'accord. C'est une étape par laquelle il faut vraiment passer pour pouvoir arriver à une situation. Maintenant, concernant le Kidal, c'est un problème géostratégique. C'est assez compliqué, c'est assez difficile de déployer, comme tu disais, Fakara, pour le gouvernement d'être là-bas. Mais on a parlé aujourd'hui de 600 combattants qui vont justement être mis ensemble des partis signataires, c'est-à-dire les FAMA, la CMA, la plateforme. Oui, mais ces 600 combattants-là, c'est quoi la réalité même de la chose? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? C'est cette question qu'il faut se poser, étant donné que... Je vous pose la question. Étant donné que régulièrement, ils sont attaqués, il y a des attaques où rien n'est respecté au niveau de cessez-le-feu déjà. Donc, il y a un problème qui se pose clairement, parce qu'il y a un manque de volonté quelque part.
Boubacar Païtao de l'Indépendant. Alors, est-ce que c'est quelque chose de réalisable déjà qu'on ait une patrouille mixte des parties signataires de l'accord pour sécuriser les autorités intérimaires? Les patrouilles mixtes, il faut reconnaître que les patrouilles mixtes ne serviront à rien. Parce que on a tout le temps dit, on a à chaque fois dit sur ce plateau que le processus de DDR, c'est-à-dire qu'il fallait passer obligatoirement par le processus de DDR. Cela va nous permettre de savoir... Vous ne dites pas la conférence nationale, mais j'arrive parce que cela va nous permettre de savoir d'abord. Parce que la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est que quelque part, il y a des gens qui ont pris des armes. Maintenant, le processus de DDR va nous permettre de savoir à partir du moment où on déclenche le processus de DDR, qui doit prendre les armes sur cette partie du pays. Ça, c'est extrêmement important. Mais sans ce processus-là, moi, j'ai une pick-up, j'ai quelques armes, et je mets la peinture et puis... Mais on voit justement la création de nouveaux groupes tous les jours, oui, parce CGIA, que, Mila, tant qu'on ne passe etc. pas par le processus de DDR, c'est-à-dire que la crise, chaque fois qu'on traîne les pas, la crise ne fait que se compliquer. Maintenant, c'est-à-dire la conférence d'entente nationale nous permet de se mettre d'accord sur un certain nombre de termes. Par exemple, l'Azawad. Comment est-ce qu'il faut organiser tout ça? Mais, c'est-à-dire que par rapport à la sécurité, le premier élément, le premier jalon, c'est le processus de DDR qui nous permet d'avoir qui est qui, à partir de maintenant, qui est qui doit prendre les armes sur cette partie du pays. Maintenant, sans cela, je crois que tout ce qu'on va faire, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que ça ne servira à rien. Moi, je ne comprends pas qui est qui. Je pense que l'armée malienne souveraine est la seule habilitée. À partir du moment où les partis en belligérance, il y a la CEMA, il y a la plateforme de l'autre côté, et on dit qu'il y a c'est-à-dire un cessez-le-feu. Personne ne doit attaquer personne. Chacun est avec ses armes. Mais dans ce processus, qui va contrôler qui? Qui va sécuriser? Quelle est la responsabilité de X ou de Y par rapport à cette question? Maintenant, lorsqu'on va enclencher le processus de DDR, maintenant on va cantonner ceux qui seront cantonnés. On va dire, à partir de maintenant, un exemple que je donne, c'est sauf l'armée, c'est seulement l'armée qui est habilitée c'est-à-dire à prendre les armes sur cette partie et c'est-à-dire que les partenaires, l'aménagement, dans une bonne mesure, la force Barkhane. Mais sans cela, si chacun peut se permettre de se balader avec ses armes, parce qu'il y a un cessez-le-feu, personne ne doit attaquer personne, je crois que tout ce qu'on va mettre en place, pour moi, c'est du folklore. Merci. Hassan Koné de NotreNation.com. Trop d'hommes en armes, trop de drapeaux sur certaines parties du territoire. Est-ce que cela est de nature à justement faciliter les choses? On ne s'en sort pas. Mais on ne sait plus qui est qui. En face d'une crise pareille, il y a un certain nombre d'étapes qu'on doit suivre pour la résolution. Je ne suis pas un expert en la question, mais malheureusement, quand je vois les gens dire il faut qu'on aille au DDR, il faut qu'on aille au DDR, mais on ne peut pas aller au DDR tant qu'il n'y a pas la confiance qui est rétablie. La fois passée, vous avez lu tout cela, qu'il y a eu des éléments de la force Barkhane qui étaient allés vers Anefis dans l'intention de désarmer des éléments du Gatia. Mais ils ne vont pas donner leurs armes. Pourquoi vous voulez que les éléments du Gatia donnent leurs armes? Il n'y a pas encore cette confiance-là qui est rétablie dans la zone. Il faut travailler pour que la confiance revienne. Justement, est-ce que cette patrouille-là, justement, mixte entre toutes les parties signataires, n'est pas de nature à ramener la confiance? Je pense que la patrouille mixte est déjà un acquis. Mais quand on me dit maintenant que cette patrouille mixte est mise en place pour sécuriser les autorités intérimaires, là je me pose des questions. La patrouille va sécuriser les autorités intérimaires par rapport à qui? Contre qui? La patrouille mixte là, qui contient l'armée malienne. On ne peut pas nier la présence de narco-djihadistes sur le territoire. Mais les narco-djihadistes là, ce n'est pas les alliés qui sont ces gens-là qui ont foutu la merde dans le nord du pays. Ils n'ont qu'à régler avec les narco-djihadistes. Ils sont allés les sous-traiter pour venir faire une guerre. Et les narco-djihadistes là, la guerre va finir entre le Mali et puis les groupes armés au nord. Mais la guerre finira jamais entre les narco-djihadistes et ces groupes armés là au nord du Mali. Ne vous trompez pas. Une fois que ces groupes armés seront réintégrés justement dans le processus la guerre finira de DDR ou dans l'armée malienne, finira pas entre les narco-djihadistes et ces groupes armés du Nord. Même si ça va être des règlements de compte individuels, ça va se passer entre eux. Parce qu'ils ont passé des deals bizarres sur le dos de l'État du Mali et ça va leur revenir à la face. Mais justement, l'agenda de ces narco-djihadistes est certainement d'occuper un espace pour justement imposer des lois. Non, ce n'était pas leur intention d'occuper un espace. Il y a eu des gens
qui se sont rebellés contre leur État sans raison, parce qu'ils veulent faire du business lugubre dans cette zone, et ils se sont encoquinés avec des narco-djihadistes. Païtao, vous êtes d'accord avec cela? Avec cette analyse? Bon, d'accord. Moi, je suis d'accord parce que je l'ai tout le temps dit que moi, à mon sens, je ne fais pas de différence entre les narcotrafiquants et la CEMA. C'est un système de vase communicant. Selon les circonstances, ils sont CEMA. Selon d'autres circonstances, ils sont autre chose. C'est la même chose. C'est un système de vase communicant. Selon les circonstances, ils sont l'un ou soit ils sont l'autre. Bon, moi, je pense que c'est la même chose. Même si cette guerre finit entre l'État du Mali et les groupes armés, je crois que les règlements de compte vont continuer parce que voilà, ils les ont appelés souvent pour des agendas inavoués. Je crois que voilà, donc ils vont payer ça. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. On va à présent parler du procès Sanogo on est à quelques jours justement de ce fameux procès, du début de ce fameux procès qui doit commencer mercredi prochain. Les avocats du général Aya Sanogo estiment que le délai de citation de leur client n'a pas été respecté. Ils ont saisi le procureur général de la Cour d'appel de Bamako pour repousser la date des départs. Le général Sanogo, je le rappelle, est accusé pour complicité d'enlèvement. Alors, Fakara Fahinde, ce procès qui est tant attendu par les familles des victimes arrive enfin. Bon, moi je dis que le procès Sanogo, c'est un procès historique, un procès où tous les Maliens attendent. Mais il y a un enjeu politique qui est là. Et pratiquement, sans langue de bois, je veux vous dire que ce procès-là est très profond. Et comment Sanogo a fait le coup d'État, comment Sanogo est arrivé à cette situation. Ça, c'est très important parce que les Maliens veulent comprendre beaucoup de choses. Alors, ce procès, je le rappelle, est pour justement complicité d'enlèvement uniquement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres charges. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens de Sanogo attendent aussi autre chose. Parce que, comme dans les coulisses, je dis qu'ils pensent que Sanogo va révéler certaines choses. Effectivement, c'est l'intérêt que les Maliens attendent de ce procès. C'est pas, ça ne sera pas comme en 91 qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer. Mais moi, je crois que c'est historique. Et le procès Sanogo, je crois que pratiquement, ça va permettre de lutter contre l'impunité. Et ce que Sanogo a commis comme forfait, et comment en est-on arrivé à cette situation? Je crois qu'il y a beaucoup de révélations que les gens de Sanogo aussi pensent que Sanogo va dire beaucoup de choses. C'est l'intérêt aussi que les Maliens attendent de ce procès. Merci Fakara Fahinde. Togola Awasemega de Kunafoni.com. Que doit-on attendre de ce procès Sanogo? Bon, je crois que le procès déjà il est axé sur juste uniquement l'histoire des bérets rouges. Et la famille des bérets rouges, comme vous disiez tout à l'heure, qui attend beaucoup du procès. Et je sais, il faut pas. Je ne suis pas aussi enthousiaste que Fakara pour dire qu'il y aura autant de révélations, il y aura beaucoup de choses. C'est un procès qui devait... Il était temps que ça se tienne, c'est vrai, mais je n'attends très franchement pas beaucoup de ça. Alors pourquoi à Sikasso justement? Pourquoi pas à Bamako par exemple? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on aurait choisi Sikasso pour ce procès? Justement, je me suis posé la même question. Pourquoi ne pas délocaliser, disons, ramener le procès à Bamako et prendre Sikasso, peut-être, je ne sais pas, pour éviter des soulèvements, je ne sais pas. Oui. Alors, Bouakar Paintao, Sanogo n'est pas le seul à comparaître. Hein. On parle d'une dizaine de présumés djihadistes qui vont également comparaître justement dans ce procès. Oui, bon. Dans cette session. Dans cette session, on va dire, oui. Contrairement à mon grand frère Fakara, ce procès, bon, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Tout est connu. Il n'y aura pas de révélation, il n'y aura rien. Seulement, Sanogo, ce qui est sûr, il sera condamné.
Voilà, donc s'attendre à ce que... Elle est où la certitude? C'est un procès. C'est un procès. Il y a des avocats de part et d'autres qui vont défendre des dossiers. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, parce que ça c'est mon analyse, cela n'engage que moi, je le dis, c'est comme ça. Mais il est important quand même pour les familles des victimes, non? Non, les gens s'attendent à ce qu'il y aurait, c'est-à-dire que ça nous va faire des révélations. Moi j'estime qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien de tout cela. Ce qui est sûr, il sera condamné. Donc, mais ce que moi je déplore, c'est que le procès Sanogo est trop, comment dire, il y a trop de manipulation là-dedans. C'est ce que moi je déplore. Bon, le fait que ça soit délocalisé à Ségasso, maintenant vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi. Sanogo en fait n'est pas n'importe qui. S'il faut on tente de juger Sanogo ici à la cour d'appel, ce qui est sûr, ça va amener beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut le délocaliser. Pourquoi des problèmes? Voilà, oui, parce que ce qui est sûr, les gens vont vouloir assister à ce procès coûte que coûte. Mais maintenant, quand c'est jusqu'à Ségasso, je crois que ça va diminuer beaucoup cette affluence. On a fait le procès. Alors, je vous signale que le projet... Non, à l'époque, la population de Bamako, c'était combien? Je vous signale que les hôtels sont déjà pleins à Ségasso. C'est cette question qu'il faut se poser. Les Maliens étaient combien? On n'est pas loin de 1978, 1991. C'est quoi les vrais enjeux, Hassan Koné, justement, de ce procès? C'est quoi vraiment les vrais enjeux? Qu'est-ce que les familles des victimes peuvent attendre de ce procès? Ce procès est un procès très complexe. La preuve, vous avez déjà vu. Fakara a parlé, Païtawa a même dit qu'il sera condamné. Fakara a essayé de dire, si j'analyse bien ce que Fakara a dit, Sanogo, et vous avez bien fait de dire, il sera jugé pour assassinat et complicité d'enlèvement ou bien... Complicité d'enlèvement. Mais dans la mentalité générale des gens, et c'est ce qui est vrai, Sanogo est jugé pour avoir fait un coup d'État. Il est jugé, il est jugé pour avoir fait un coup d'État. Et c'est ce que Fakara a voulu dire, mais vous avez dit complicité. C'est ce qui est dans la mentalité générale des gens. Mais le coup d'État a été amnistié par l'Assemblée. Justement, même s'il est dit dans l'article 31 le coup d'État a été amnistié. Pour lequel il ne saurait y avoir d'amnistie. Le coup d'État a été amnistié. Donc, je voulais que tu le dises. Donc, l'affaire des bérets rouges. Voilà quelqu'un qui a fait un coup d'État. On a pu l'amnistier, qui s'en tirait à bon compte. Il fallait créer un problème pour l'avoir. Et le dossier des bérets rouges est justement le problème qui a été créé pour l'avoir. Et ils l'ont eu. Alors, est-ce qu'il a été arrêté suite justement aux aventures avec les bérets rouges? Non. Sanogo a été arrêté pourquoi? C'est après les derniers événements survenus à Kati. Il a été arrêté. Voilà ce qui lui a valu l'arrestation. C'est à partir de là que le juge d'instruction a émis les un mandat de derniers dépôt. événements survenus à Kati, on l'a arrêté pour quel motif? Pour quelle infraction? C'est-à-dire, c'est un certain nombre de mécanismes qui ont été enclenchés pour arriver à un résultat. Et le résultat, on a mis le grappin sur lui et il sera jugé pour la présomption de la disparition de 21 bérets rouges. Je ne parle même pas d'assassinat. Présomption de disparition de 21 bérets rouges. Maintenant, c'est le procès à Ségasso qui va nous dire que ces 21 bérets rouges ont été assassinés et c'est Sanogo le responsable. Si le procès arrive à le prouver, ils vont nous le dire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la présomption de disparition de 21 bérets rouges. Merci. Alors, certains ont dit, Fakara Faïndé du Républicain, certains ont dit que IBK ne pouvait pas juger Sanogo. Alors, pourtant, il y a une date fixée, c'est le mercredi 30 novembre et tout porte à croire que finalement, la justice a fait son travail. Moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit que ce procès-là dépasse même IBK. Parce qu'on a les droits de l'homme. Il y a les organisations internationales qui sont là. Et vous avez bien compris qu'à un moment donné, Fatou Souda était venu au Mali. Et je crois que c'est pour le procès de Sanogo. Mais, comme le Mali s'est engagé à juger Sanogo, donc l'État malien ne peut plus reculer. Et il est important que ce soit la justice malienne qui le fasse et non la CPI? Oui, moi je crois que ça sera une première. Sinon...
On a jugé Moussa Traoré, vous l'avez dit. On a jugé Moussa Traoré. Vous l'avez dit vous-même. Il y a une différence entre les deux. Mais je crois que pratiquement juger Sanogo, cela va de soi pour que quand même le Mali qui a signé tant de conventions sur le droit humain, sur le droit de l'homme, que le Mali montre aux yeux du monde que nous sommes un pays démocratique. Mais comme Hassan l'a si bien dit, j'ai dit que le procès là aussi, il ne faut pas croire que pratiquement ça va se passer comme ça. Parce que c'est ce que les Maliens attendent aussi, qu'il y ait des révélations. Où en est-on arrivé à ce stade? Ça, c'est l'enjeu même du procès. Le procès a un enjeu. On ne peut pas l'écarter. Et pratiquement, je crois que si le procès se passait, ça va me surprendre que, comme vous le savez, en général, le jour d'audience, il est difficile pour qu'on fasse tout sur ce procès-là. Les avocats vont soulever des exceptions. On va nous projeter dans l'avenir encore. En tout cas, c'est ce que moi je pense. On parle d'assises déjà. Donc oui, c'est le procès qui va être ouvert. Donc, oui, le procès va être ouvert, mais est-ce qu'avec les avocats, vous pensez qu'il y aura vice de forme quelque part? Non, les avocats vont toujours soulever des exceptions. Ça fait partie du procès. Ces exceptions-là feront partie du procès. Bon, maintenant, comme c'est des assises, on va attendre. Merci. Il y a une question à éviter ou à survoler rapidement. Cette question est par rapport au fait que Sanogo soit jugé par les institutions judiciaires maliennes et non la CPI. Mais quand même, ce n'est pas un moment où toute l'Afrique décrit cette CPI-là. À un moment où les États africains, par cascade, quittent la CPI, que l'État souverain, s'il vous plaît. Il n'y en a eu que 3. Même si c'est 3, c'est déjà très important. Que l'État malien souverain va quand même se prendre pour aller s'exposer sur cette scène internationale où souvent c'est des procès un peu bizarres. Moi je pense que le Mali s'est donné un appareil. C'est ça aussi un État. Un État, c'est le territoire, c'est le pouvoir public, c'est la population. Et le pouvoir public là, la justice en fait partie. Si vous estimez que le Mali est un État souverain, souffrez que Sanogo soit jugé par les institutions judiciaires maliennes. Et on attend le résultat du procès. Merci. Hassan Koné, Tougoula Awasemega de Kunafoni.com. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres charges apparaissent justement contre le général Sanogo? Non, je suis convaincu qu'il y aura d'autres charges qui vont apparaître au cours de ce procès-là. Parce que, quand même, il faut le reconnaître, Païktao disait tout à l'heure que c'est pas n'importe quel procès, on va dire. Parce que quand même c'est quelqu'un qui a eu à faire le coup d'État. Donc c'est clair que quelque part il y aura d'autres questions qui vont ressortir en dehors du contexte même dans lequel se tiendra le procès. Merci Boubacar Païntao, très rapidement de l'indépendant. Il nous resterait peut-être, dites-moi, on parle beaucoup du général Sanogo, mais il y en a d'autres. Konaré par exemple, on n'en parle presque plus, mais est-ce qu'ils ne font pas tous partie aussi? C'est Sanogo. Bon, les autres ce sont des je crois, c'est-à-dire soit de second ou de troisième rang. Donc, je crois que maintenant, moi, je ne pense pas si on va, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres charges parce que le juge d'instruction a bouclé déjà son dossier. Merci. Il nous resterait peu de temps. Hassan Koné, je pense, souhaite rapidement. Voilà. Tout le monde oublie aussi, parce que c'est vrai, aujourd'hui, Sanogo est jugé pour la disparition des 21 bérets rouges. Mais ce jour-là, le 30 avril et le 1er mai, Bamako a été mis en insécurité par les bérets rouges. Et il y a eu des morts d'hommes. Qu'en est-il du procès de ces bérets rouges qui ont aussi tué des Maliens, qui ont tué d'autres militaires maliens, qui ont tué des civils maliens aussi? Qu'en est-il de ce procès? C'est bien de juger Sanogo. Voilà, mais ceux qui ont mis le Mali dans l'insécurité, il faut manipulation. Non, très rapidement, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il ne faut pas commencer quelque part? Il faut quand même commencer. Oui, mais non. On n'en parle pas. Ils sont même libérés aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas. Il a fallu que la famille des Bérets Rouges se manifeste 1 semaine après ou 2 semaines qu'on fixe la date du procès. Alors que les Bérets Rouges ont tué froidement
des gens devant l'ORTM. Mais est-ce que les plaintes contre les Bérets Rouges n'ont pas traîné un peu? Non, les plaintes sont... Non, on ne confond pas, Fakara, il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire que l'affaire Sanogo, il y a trop de manipulation là-dedans. Non, il n'y a pas trop de... C'est des hommes qui sont morts dans tous les deux cas. Messieurs, merci beaucoup, messieurs. C'est des Maliens qui sont morts dans tous les deux cas. Et on doit juger dans tous les deux cas. Hassan, merci. Ceci nous laisse donc. Sinon, on est dans la politique. On va certainement organiser d'autres débats justement autour de cette question Sanogo. Merci d'avoir suivi notre émission qui a été réalisée par Ibrahim Arandialo. À la mise en onde, Gagny Kanté. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.